Encore à toutes et à tous, bienvenue à la 22e session de Live LinkedIn. Donc, on se réunit tous les samedis. Pour ceux qui ont l'habitude d'assister aux sessions Live LinkedIn, aujourd'hui, on est très, très heureux de recevoir Prince sur ce thème autour de l'IA de confiance. Donc, on évoquera ensemble les enjeux et les perspectives de l'IA. On reviendra aussi également sur l'IA Act et tous les cadres réglementaires qui existent ou qui sont en cours de développement dans le monde, donc autour de l'IA. Donc, on est très heureux d'animer cette session. Je suis accompagné de Ouattara Suleiman. Bonjour à tous, bienvenue. Donc, on va tout de suite démarrer. On va vous demander deux, trois petites minutes, le temps de permettre aux autres de se connecter. Et on va commencer tout de suite. Mais déjà avant ça, avant de tout démarrer, hein, donc Prince, rebonjour encore à toi. Donc, très, très heureux de te recevoir et merci d'avoir accepté l'invitation. Euh, je vais d'abord peut-être te laisser te présenter, donc rapidement. Dis un peu ton parcours et ce que tu fais aujourd'hui. Ok. Merci Amadou pour cette initiative et merci de m'avoir invité. Bonjour à tous et à toutes et merci aux éditeurs d'avoir répondu présent. Moi, c'est Prince B. Je suis consultant en data privacy et IA de confiance au sein du cabinet OnePoint. Donc, moi, j'ai un background juridique. Donc, à la base, j'ai fait un droit spécialisé protection des données que j'ai alimenté avec un master au sein de l'ISEP pour avoir une casquette, on va dire, en sécurité fonctionnelle. Donc là, chez OnePoint, je suis spécialisé dans tout ce qui est régulation numérique, donc Data Act, Data Governance Act et IA Act. D'accord, d'accord. Donc merci Prince. Donc aujourd'hui, le thème qui nous réunit, c'est l'IA, donc l'IA de confiance particulièrement. Donc déjà, qu'est-ce qu'on entend par l'IA Act et pardon, l'IA de confiance et qu'est-ce que ça sous-entend? Ok, en fait, l'IA de confiance, c'est une notion en fait qui n'a pas de définition, on va dire, partagée. Mais il y a le groupe d'experts en fait qui a été réuni par la Commission européenne qui ont essayé de donner une définition. Donc eux, en fait, ils définissent l'IA de confiance comme une intelligence artificielle qui est éthique, donc qui respecte les valeurs humaines, qui est licite, qui respecte les réglementations en vigueur, que ce soit le RGPD, l'IA Act ou les directives qui régulent le marché des machines et des produits, et qui est robuste, donc qui respecte toutes les exigences en matière de cybersécurité et de précision. Et chez OnePoint, nous avons ajouté un quatrième critère qui est le bien-être environnemental. Donc, nous avons décidé d'isoler en fait ce critère pour permettre de traiter tout ce qui est durabilité et frugalité en fait des systèmes d'IA. D'accord, ok. Merci Prince. Est-ce que tu peux peut-être revenir sur les caractéristiques de ce que vous appelez IA de confiance? Je ne parle pas des caractéristiques OnePoint, mais des caractéristiques, je dirais, standard. Donc tu as parlé de robustesse, c'est ça? Et robustesse, licéité et éthique. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu entends par ces trois caractéristiques, robustesse, licéité et éthique? Donc, éthique, comme je disais, en fait, c'est que l'IA doit respecter, on va dire, les valeurs humaines, donc respecter euh, la dignité humaine, asseoir tout ce qui est équité et comment on va dire, non-discrimination des systèmes. Et l'ICIT, en fait, c'est le respect des réglementations qui sont en vigueur. Donc, en fonction du cas d'usage, en fonction de l'entreprise, il peut y avoir des réglementations qui vont impacter l'activité de l'entreprise. Donc, dans le cadre, en fait, de la production de tout ce qui est, on va dire, par exemple, des jouets de machines, il y a les directives ou les normes harmonisées au sein de l'Union européenne qui pourraient l'impacter. Il y a aussi le RGPD qui est très présent, en fait, dans les systèmes d'IA, en ce qui concerne les systèmes d'IA qui sont alimentés par les données personnelles. Il y a aussi l'IA Act qui pourra, en fait, impacter aussi le développement de ce système. Et en parlant de robustesse, c'est tout ce qui est, on va dire, sécurité de ton système. Donc, s'assurer en fait que ton système répond aux exigences de sécurité.
ton système aussi est capable en fait de donner en fait des résultats qui sont précis, fiables et exacts. D'accord, d'accord. Donc, au-delà de effectivement le volet RGPD, donc je pense que RGPD, puisque ça c'est vraiment typiquement européen, mais l'IA de confiance qui se fait typiquement au Brésil ou je sais pas sur un autre continent. Donc l'objectif, si j'ai bien compris, c'est assurer la donnée personnelle, donc garantir la sécurité de la donnée personnelle de manière globale. Oui, assurer la Donc, garantie, la sécurité des données personnelles de manière globale, et aussi s'assurer en fait que ton système donne des résultats qui sont fiables. d'accord, d'accord, ok. Aujourd'hui, quels sont les domaines, je dirais, spécifiques où l'IA de confiance peut avoir une vraie valeur ou aura sûrement un impact, euh, un fort impact? Bon, si je dois répondre, on va dire directement, je dirais dans un premier temps que l'IA de confiance aura un impact, enfin, on va dire dans tous les domaines, parce que bien vrai que l'IA de confiance a un aspect, on va dire, centré sur l'humain, centré sur les personnes concernées, mais il y a aussi un enjeu business qu'il faut prendre en compte. Donc, c'est-à-dire une entreprise qui déploie un système, elle-même doit avoir confiance en ce système, dans un premier temps. Et après aussi, il y a l'aspect, mettons, on va dire, impact sur les personnes. Et dans ce genre de cas, les domaines qui reviennent beaucoup, on va dire, c'est les domaines de la santé, avec des cas d'usage comme les tri automatiques des patients, la finance aussi avec tout ce qui est scoring, le transport avec les futurs avènements sur les véhicules autonomes, ou l'aviation aussi. D'accord, d'accord. Merci Prince pour ces éléments de réponse. Moi, j'ai deux petites questions aussi. D'abord, la première, après on va entamer la deuxième. Actuellement, quels sont les défis majeurs auxquels sont confrontés les entreprises ainsi que les développeurs dans la création des systèmes d'IA de confiance? Le défi majeur, on va dire, dans un premier temps, c'est l'acculturation, à mon avis. Il faut former et sensibiliser, on va dire, les acteurs, les parties prenantes, en fait, dans le déploiement du système, dans un premier temps. Et ensuite, le vrai défi aussi, c'est l'explicabilité. Donc, on va dire mettre en place la transparence de les systèmes d'IA. Parce que le problème, c'est que, en fait, les modèles de machine learning qui sont les plus utilisés aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les boîtes noires, c'est-à-dire on n'arrive plus à expliquer, en fait, pourquoi euh, le système a donné une telle décision. Donc là, en fait, c'est le gros problème, c'est vraiment l'enjeu de toutes les recherches aujourd'hui, s'assurer en fait de pouvoir expliquer les décisions qui ont été prises par les modèles de machine learning ou de deep learning pour pouvoir ensuite être transparent envers, on va dire, les personnes concernées et aussi entre les différents acteurs. D'accord, d'accord. Donc, ma deuxième question maintenant, c'est de savoir en fait comment est-ce que l'IA de confiance voilà, pourrait aider à atténuer les biais et les discriminations dans ces systèmes. Euh, c'est l'une des raisons d'être, on va dire, de l'IA de confiance. Donc, s'assurer de l'équité et aussi de la non-discrimination, c'est l'un des objectifs. Euh, Mais pour cela, en fait, il faudrait que les personnes qui sont impliquées dans le déploiement des systèmes d'IA respectent un certain nombre de bonnes pratiques, comme collecter des données représentatives, parce que l'une des raisons, en fait, on va dire des biais, ou l'une des raisons des discriminations au sein des systèmes d'IA, ce sont les données qui sont souvent moins représentatives de la réalité. Donc, collecter les données plus représentatives et auditer aussi les algorithmes. Donc, on pourrait utiliser des outils tels que l'AI Fairness d'IBM, impliquer aussi les parties prenantes, donc mettre en fait en place une sorte de gouvernance en fait de ton système. Donc, les data scientists doivent travailler en étroite collaboration avec les analystes AI ou les experts en éthique, avec aussi les services conformité. Et pour finir, toujours éduquer et sensibiliser. En fait, si on met en place toutes ces bonnes pratiques-là, on pourrait, tant bien que mal, essayer en fait de réduire les biais et les discriminations. D'accord.
D'accord, ok. Prince, tu as évoqué ici également les notions de transparence. Donc, qu'est-ce que tu entends par transparence dans l'IA? C'est ce qu'on concrétise comment est-ce que comment est-ce qu'on peut assurer cette transparence de l'IA? La transparence, ça se fait à deux niveaux. On va dire il y a une transparence entre le fournisseur de l'IA. Quand je dis le fournisseur, c'est celui qui développe l'outil, entre le fournisseur d'IA et l'utilisateur. Ici, je dis utilisateur, je parle de l'entreprise qui utilise en fait l'IA pour ses besoins, on va dire, business. Donc, il doit y avoir une transparence entre les parties. Donc, c'est l'entreprise qui fournit un système d'IA à une autre entreprise qui va l'utiliser. Il faudrait qu'elle soit capable en fait de donner une sorte de notice d'utilisation à cette personne-là, à cette entreprise-là, pour qu'elle puisse pouvoir interpréter soit le modèle pour pouvoir plus comprendre comment est-ce que le système fonctionne. Et il y a aussi un deuxième niveau de transparence qui se fait entre les utilisateurs et les personnes impactées par ces systèmes, dans la mesure où ces personnes qui sont impactées pourraient venir contester une décision du système. Donc c'est là en fait qu'il y a tous ces enjeux-là d'interprétabilité et d'explicabilité. Mais la meilleure façon en fait d'assurer une transparence au sein de ton IA, c'est le choix du modèle. Et je pense que là, c'est l'une des plus bonnes pratiques parce qu'il faut savoir que les modèles actuels qui sont les plus utilisés, tels que les machine learning et le deep learning, comme je disais, en fait, sont très difficiles à expliquer. Mais au-delà, il y a d'autres méthodes en fait qui existent, comme les méthodes symboliques, donc les systèmes experts, qui sont pas très puissants, mais pourraient en fait permettre d'assurer une certaine explicabilité des modèles et assurer aussi la transparence. Donc la première bonne action, c'est de choisir le modèle, un modèle explicable. Parce que plus le modèle est puissant, moins il est explicable. D'accord, ok. Euh, tu as aussi évoqué le processus de déploiement d'une IA. Donc, quelle est l'étape cruciale? Comment ça se passe en fait? Est-ce qu'il diffère du processus classique de déploiement d'une solution de software dans une entreprise? Le processus de déploiement d'IA, désolé, c'est d'impliquer les parties prenantes dans un premier temps. Donc, comme je disais tantôt, c'est s'assurer en fait que dans tout le processus, il y a en fait un acteur qui est impliqué à chaque étape pour pouvoir s'assurer en fait de la conformité de ton système d'IA. Donc, donc ce qu'on doit faire dans un premier temps, avant de pouvoir en fait passer aux différentes phases de déploiement, de production et tout ce qui va avec. Dans un premier temps, on pourrait citer par exemple garantir en fait la qualité, l'utilisation licite des données, s'assurer en fait que les données qu'on utilise pour entraîner nos modèles euh, proviennent en fait de sources sûres, de sources fiables, et aussi nous avons le droit en fait d'utiliser en fait ces données-là, et ensuite tester son modèle avant de l'utiliser, et évaluer aussi les risques de son modèle. Et tout ce parcours doit être fait en documentant en fait chaque étape du processus. Donc, ce qu'on appelle la documentation technique, donc qui doit en fait contenir des informations, on va dire, importantes dans le cas où il y a un contrôle de l'autorité de contrôle. Oh, ok, ok, c'est bien noté alors. Donc, en fait, précédemment, tu as parlé d'exigences réglementaires et voilà, on a évoqué aussi le point sur la transparence. Alors, comment est-ce que, quelles sont les démarches, voilà, quelles sont les démarches qui sont suivies en fait pour assurer voilà, que l'IA est à la fois de confiance et en même temps qui est conforme aussi à ces exigences-là? Euh, Pourrais-tu répondre à ta question? Tu as dit les actions menées par qui? Par les acteurs Non, qui développent le bon, système. je vais dire, quand voilà, tu évoquais, on a parlé de transparence, d'exigences réglementaires. Donc, en fait, je veux savoir aussi quelles sont les démarches, en fait, voilà, quelles démarches doivent être suivies, en fait, voilà, pour s'assurer que l'IA est à la fois de confiance et conforme aussi aux exigences réglementaires. Dans ce cas, les acteurs qui déploient le système d'IA Mhm. doivent, dans un premier temps, on va dire, comme je disais, documenter le système. Donc, quand ton déploiement est documenté, tu pourras faire un contrôle continu
et à chaque fois pourra assurer, on va dire, la modification de certaines dérives en fait de ton système. Mais aussi, il y a ce qu'on appelle aussi la surveillance post-commercialisation, désolé, qui est l'une des exigences, on va dire, de l'IA Act. Donc derrière, à chaque fois en fait que ton IA dérive ou donne des résultats qui ont un impact négatif sur les personnes concernées, tu dois être capable en fait d'arrêter ce système d'IA automatiquement ou à distance. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, oui, c'est bon, c'est impeccable. Alors, j'imagine hein, que c'est pas sans conséquence aussi l'utilisation de l'IA et tout ce qui va avec. Donc, quel rôle en fait joue la cybersécurité en matière d'IA et quels sont les risques propres à ces systèmes de l'IA? En matière de cybersécurité, l'IA, par exemple, c'est aussi un outil, on va dire, numérique classique dans un premier temps. Donc, il vient avec ses risques de cybersécurité classiques générales, comme on le connaît de manière générale. Mais il vient aussi avec ses risques de cybersécurité spécifiques. Donc, il y a différents types d'attaques qui peuvent être menées contre un système d'IA. Par exemple, les attaques d'évasion, donc qui visent à tromper un système de sécurité pour qu'il fasse des erreurs de classification, par exemple. Il y a aussi les attaques d'extraction. Donc ici, en fait, c'est pour obtenir en fait les informations confidentielles ou sensibles à partir d'un système en exploitant en fait les vulnérabilités du système. Il y a aussi, on va dire, l'attaque par empoisonnement qui vise, on va dire, injecter des données erronées dans le processus d'entraînement du système qui va par la suite en fait obliger le système à faire des prédictions qui sont fausses, qui sont fausses plutôt. Donc au-delà on va dire des différents risques de cybersécurité classiques, les systèmes d'IA aussi ont leurs risques de cybersécurité on va dire spécifiques. Merci Prince pour ces éléments de réponse. Donc, petit rappel pour ceux qui nous rejoignent la première fois. Donc, on se réunit tous les samedis à 9h GMT, 11h de Paris pour évoquer un thème autour du numérique. Donc, ce sont les sessions de 30 minutes. Donc, il nous reste pas moins de 10 minutes pour cette session. Donc, on va permettre à ceux qui sont connectés de nous rejoindre, de poser des questions. Donc, c'est c'est la tradition. Vous avez 10 minutes pour lever la main. Vous avez juste un petit bouton en bas, lever la main. Vous avez juste à lever la main pour prendre la parole et poser vos questions à notre intervenant. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui veulent poser des questions, qui veulent aussi également partager ou intervenir sur ce thème, ou qui ont un retour d'expérience aussi également à faire. Donc, n'hésitez surtout pas à lever la main, à poser vos questions ou à partager votre expérience aussi également autour de l'IA et précisément autour de l'IA de confiance. Donc, le temps que d'autres personnes lèvent la main pour prendre la parole. Prince, tu as évoqué à plusieurs reprises l'IA Act. Donc, est-ce que tu peux nous éclairer rapidement sur cette nouvelle réglementation européenne autour de l'IA Act? L'IA Act, on va dire, c'est la première réglementation, on va dire, mondiale sur l'intelligence artificielle qui préconise, on va dire, l'approche par les risques. Donc, au sein en fait de cette réglementation, ils ont décliné trois niveaux de risque. Donc, au départ, c'était quatre. Après, ils sont revenus à trois niveaux de risque. Donc, il y a ce qu'on appelle les pratiques interdites. Donc, il y a les pratiques qui seront interdites au sein de l'Union européenne. Par exemple, le scoring social, ce qui se fait en Chine d'ailleurs, mais ça sera interdit en Europe. Il y a aussi l'identification à distance des personnes qui est interdit, mais sous certaines conditions de sécurité. Donc, pour les besoins de sécurité nationale, on pourrait recourir à ce type de système. Et il y a un deuxième niveau de risque qui sont les IA à haut risque. Donc, les IA qui sont susceptibles d'exclure les personnes de leurs droits. Typiquement, les systèmes d'IA qui font de la lutte contre la fraude, par exemple, ou qui font du recrutement. Ce sont les IA à haut risque. Et aussi les IA faibles ou limitées, qui sont en fait tous les IA qui ne sont pas à haut risque. Ce qui est intéressant dans cette réglementation, c'est ils ont dressé une liste d'IA à haut risque.
Et en fait, tous les IA qui sont dans cette liste doivent respecter des exigences en matière de cybersécurité, de documentation technique, de gouvernance de la donnée, des attitudes et de robustesse. Et le non-respect en fait de ces exigences pourrait emmener à une sanction qui va vers les 4 millions d'euros, les 4 millions d'euros ou 7% du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise. D'accord. Donc, actuellement, nous sommes à quelle étape? Le texte, il est adopté, il est publié, il est en cours de rédaction, il est voté. Quelle est l'étape aujourd'hui actuelle du texte? Alors le texte, il a déjà été adopté par le premier Parlement. Donc il y a deux étapes en fait pour le vote d'une loi au niveau européen. Donc là, ils sont à la deuxième phase de l'adoption. Donc une adoption finale est prévue pour la fin de l'année 2023. Et à partir de cela, les entreprises auront 2 ou 3 ans pour se mettre en conformité. D'accord. D'accord, ok. Comme effectivement les autres textes autour de DORA et du RGPD. Euh, la question que je me pose, je pense on a plusieurs fois parlé de responsabilité et d'éthique. Donc, quand on sait que l'IA se fait difficilement, sinon pratiquement, c'est pas possible, de le faire sans données, parce il faut alimenter et il faut pouvoir en extraire des données pour pouvoir définir des modèles, peu importe le type d'algorithme qu'on utilise. Comment est-ce que ce soit l'IA Act ou l'IA de confiance se positionne à la fois dans ce compromis entre sécurité des données personnelles et besoin de développer des solutions d'IA? Oui, ça, c'est une très bonne question parce que on se pose la question de savoir en fait que si les réglementations vont freiner, on va dire, l'innovation. Donc, il y a aussi le besoin d'innover, de créer des solutions. Et derrière, en fait, il y a ces freins en fait, réglementaires tels que le RGPD qui encadre la collecte et le traitement de la donnée. Et aussi, l'IA qui va venir aussi encadrer les systèmes d'IA. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'IA Act, il y a un bac à sable réglementaire qui va permettre aux PME et aux startups de pouvoir bénéficier d'un temps pour tester en fait les solutions. Donc, ils vont vraiment assouplir les règles à leur niveau. Et au niveau du RGPD, au niveau de la CNIL surtout, ils font aussi des sélections de projets pour les PME, pour les startups qui veulent développer des systèmes d'IA, qui ont besoin de la data, qui ont besoin en fait d'une certaine flexibilité réglementaire, de pouvoir bénéficier, on va dire, de ces bacs à sable. Pour info, Prince a évoqué la CNIL. La CNIL, c'est la Commission nationale de l'informatique des libertés qui assure le contrôle de mise en œuvre du RGPD, notamment en France, entre autres. Euh, tu as aussi également évoqué l'un des critères, l'une des caractéristiques que vous avez au niveau de OnePoint intégré parmi les caractéristiques d'IA de confiance, donc l'aspect environnemental. Donc, qu'est-ce que vous entendez par l'aspect environnemental de l'IA? Donc, qu'est-ce que, est-ce que cela, quel sera l'impact fait pour l'IA de confiance de prendre cet élément comme caractéristique? Bon, l'aspect environnemental est venu aussi de la conscience, on va dire, de ce qu'on appelle aussi le numérique responsable. Donc, développer des systèmes qui vont durer dans le temps. Donc, dans cet aspect-là, on parle plus de durabilité du système. Donc, comment est-ce qu'on va développer des systèmes, déployer des systèmes qui ne seront pas obsolètes très vite, très tôt. Et aussi la frugalité des modèles d'IA, donc qui consomment moins en énergie. Donc, il faut savoir que les modèles de machine learning et de deep learning aujourd'hui consomment assez en énergie. Il y a une étude en fait qui a dit qui a comparé l'entraînement d'un modèle comme ChatGPT à un vol aller-retour, à plusieurs vols aller-retour Paris-New York.
Donc, il faut savoir que ces modèles-là consomment beaucoup en énergie. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir en fait aller vers des modèles qui consomment moins. Pourquoi pas ne pas revenir aux anciens modèles de type système expert ou approche symbolique. Enfin, c'est les premiers modèles d'IA qui sont basés en fait sur des règles, ce qui est contraire au machine learning qui nécessitent en fait des données d'apprentissage. Donc, pourquoi pas ne pas revenir à ces anciens modèles-là, ou pourquoi ne pas hybrider, on va dire, ces modèles, donc utiliser les approches symboliques et utiliser aussi le machine learning pour faire une sorte de fusion pour consommer moins en énergie. Donc, c'est toute une étude, en fait, qui se fait autour de l'aspect environnemental de l'IA. Je ne sais pas si Suleiman a une question. Allô, je ne sais pas si Suleiman nous entend. Allô. Déjà, merci Prince. La dernière question que je voulais peut-être te poser, si Suleiman il n'a pas de question, je ne sais pas si Suleiman nous entend. Je crois que non. Déjà, comme j'ai dit, vous pouvez juste lever la main, poser vos questions ou intervenir, partager votre point de vue, votre analyse sur le thème. Sinon, je vais peut-être poser la dernière question. Suleiman ne nous entend pas, je crois qu'on l'a perdu. Est-ce qu'aujourd'hui, on a des applications, des outils, des services qui répondent, je dirais à 100% aux caractéristiques d'IA de confiance que tu as évoquées tout à l'heure? Là, je dirais non. Ok. C'est vraiment difficile en fait déjà en fait ce que les entreprises essaient de faire, c'est d'aller soulever l'éthique. Donc on va dire que c'est la première approche. Mais si on va prendre tous les aspects, les 4 critères ou les 3 critères de l'IA de confiance, il sera très difficile en fait de trouver les entreprises qui respectent cette approche-là. Il y a même l'université de Stanford qui a fait une étude comparative avec les modèles de langage naturel ou les fournisseurs de modèles de langage. Ils ont comparé près de une dizaine en fait de modèles. Il s'est avéré qu'en fait, sur une note de 48, la plus élevée était de 36. Donc on va dire que c'était que deux en fait, deux modèles qui passaient en fait la barre des 30. Donc là, je pense que présentement, là, je pourrais pas te dire en fait quelle entreprise ou quel modèle ou quel outil respecte en fait les différents critères de l'IA de confiance. D'accord, d'accord, ok. Je vois qu'on arrive à terme de notre session. Donc, je rappelle rapidement que donc c'est les sessions qu'on a tous les samedis à 9h GMT, 11h de Paris. On évoque un thème autour du numérique. La semaine prochaine, on parlera de drones et de transport et tout. Euh, je tenais à remercier, donc l'équipe tenait à remercier Prince pour ces éléments de réponse. Donc, on a parlé de d'IA de confiance, on a évoqué ses caractéristiques, l'aspect éthique et les problématiques de transparence et notamment de l'IA Act, donc qui est un texte qui a été adopté donc en première phase et qui sera normalement publié d'ici la fin de l'année et à appliquer dans 2 ans. Donc merci encore à tous, merci à toutes pour la participation. Très heureux d'avoir reçu Prince. Et donc on vous donne rendez-vous samedi prochain pour une prochaine session de live leading. Sur ce, portez-vous bien et merci encore à tous et à toutes.